Allons-y, reparlons de ce qui se passe dans certains quartiers de cités. Vous vous souvenez de Tremblay? On en avait parlé à l'époque. C'était il y a quelques mois dans un magazine de TF1, produit et présenté par Emmanuel Chin, qui s'appelait Haute Définition, témoignages d'habitants de quartier avec leur quotidien gangréné par les affaires de drogue. Sarkozy voulait débarrasser la cité du Karcher. Et là, je pense que c'est la langue de bois. Et là, c'est la démagogie. Si vous savez le mal vie que nous vivons ici, heureusement que ces gens-là ont la chance d'être nés en France. Sinon, moi, je ferai comme le Rwanda. J'ai la haine contre eux. Trafic de drogue, insolence, menaces, je vais t'égorger, tout ça. J'en ai ras-le-bol. Oui, on se souvient que la diffusion de ce reportage avait créé une polémique puisque le maire de Tremblay-en-France à l'époque avait dénoncé une stigmatisation de sa ville en expliquant que ce n'était pas seulement des tours d'HLM contrôlés par des dealers. On se souvient aussi qu'un bus avait été incendié parce que la police était intervenue sur place et avait démantelé un réseau de trafic de drogue et un bus avait été caillassé et incendié. On se souvient également des propos de Brice Hortefeux qui était alors ministre de l'Intérieur et qui avait dit, je cite, « Ce ne sont pas des petites craputes qui vont faire la loi dans les quartiers, les voyous n'ont pas et ne doivent pas avoir de territoire à eux. » Malheureusement, les faits sont têtus, comme disait l'autre, puisque ce qui s'est passé est très clairement un règlement de compte, sans doute lié au trafic de drogue, qui se solde par la mort de deux frères, Hicham et Mohamed, 25 et 20 ans. Et le tireur a été arrêté, il s'était réfugié chez sa maman, et il sera déféré devant la justice. Règlement de compte avec une population qui est quand même terrorisée, parce que ça se passe en plein jour, il y a à côté des écoles, des crèches, puis des gens qui passent. Voilà, zone de non-droit. Et on parle toujours des mêmes quartiers, des mêmes endroits en fait. Étienne, Didier, Gilles-William, Étienne. Moi je pense que si il y a des mecs qui se lancent dans ça étant adultes. Moi je suis éducateur, je travaille avec les ados parce que je sais qu'il y a toujours une polémique ici. On dit que je défends les délinquants. Moi je défends pas les délinquants. Je considère que l'adolescence c'est un moment de trouble et d'apprentissage. Mais je trouve que des mecs ce sont pas les adolescents. Voilà, ce sont pas des ados, ce sont des adultes qui font du trafic de drogue en sachant très bien la tension aujourd'hui qu'il y a sur les quartiers. C'est un petit peu comme en Corse ou tout ça, c'est-à-dire il va y avoir des règlements de compte. Ces mecs-là, je veux dire, ils savent très bien dans quel business ils sont et qui risquent leur vie. Qui risquent leur vie et qu'aujourd'hui il y a des tensions incroyables pour prendre les marchés et les mecs ils leur arrivent, ils savent très bien que ça risque de leur arriver quoi. Donc je suis pas incroyablement surpris par ça. Je suis effrayé par le fait que je me demande aujourd'hui, dans la mesure où effectivement il y a plus d'héroïne ou de drogue de ce type-là, donc il y a de la coke et surtout du cannabis, je me dis que les sommes en jeu sont pas monstrueuses par rapport au fait de tuer des gens. Non, mais je veux dire d'entraîner. Moi, j'ai connu une période où la France était tenue par le marché de la drogue. Donc là, on se tue pour quelques euros. Et moi, je crois qu'on se tue pas pour quelques euros, mais pour des sommes qui sont bien moindres de ce qu'elles étaient dans les années 80. Tu fais du 200, 300 ou 400 euros par jour, tu multiplies sur la semaine, ça fait une jolie somme. Bien sûr, mais au point de tuer des bonhommes, tu vois ce que je veux dire. C'est quelque chose de monstrueux. Didier. Moi il me semblait que Tremblay en France c'était autre chose que ça. Enfin, j'ai encore un copain qui est agriculteur là-bas, il y a encore des fermes là-bas, et il doit produire la pomme de terre, je crois. Et il me semblait qu'il y avait un morceau de Tremblay en France qui était plutôt paisible. Voilà. Après, c'est vrai que il y a la cité, c'est un problème qui se diffuse sur le territoire quand même, quoi. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Après, comme l'a dit Étienne, moi, je suis agriculteur. Hier, j'ai pris un coup de pied de vache. C'est les risques de mon métier, ma foi. Je le sais, je prends un coup de pied de vache quand tu trafic, à un moment donné, tu peux prendre une balle, tu le sais aussi, quoi. C'est un choix de vie, quoi. Donc tu ne pleures pas sur la mort de ces deux jeunes. Non, pour les habitants du quartier. Après, voilà, c'est ça, c'est là où je dis. Hier, les types, ils sont quand même arquebusés à côté d'un service social. À 18h. À côté d'une crèche qui était à même pas 50 mètres, je crois, et à 18h, comme le disait Olivier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est le western, quoi, en fait. C'est à Sevran, il le vivait d'ailleurs, il demandait l'intervention des casques bleus, le maire de Sevran, Stéphane Gatillon, Gilles William. Moi, vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais créé une association qui s'appelait Droit à la sécurité il y a une vingtaine d'années. Et pourtant, je pense être un humaniste. On est dans une société totalement schizophrène. À la fois, on se plaint de ces règlements de compte, et c'est vrai, on a la raison de s'en plaindre, même si on ne doit pas plaindre les trafiquants. Il y a pire que ça. Hein. Je plains davantage les gens qui sont rackettés dans les mêmes conditions.
Mais alors on vit dans une société schizophrène. À la fois on se plaint de ça, et c'est vrai que c'est une partie de la France. Tremblay, vous dites qu'il y a un bout de Tremblay comme ça, puis un bout de Tremblay. La France, il y a un bout de la France qui est formidable et relativement sécure, et il y a des zones qui ne le sont pas du tout. Mais on voit quand même la montée en puissance au niveau des armements qui sont utilisés. Et alors, pourquoi je parle de schizophrénie? C'est qu'en même temps, demain, si vous m'invitez dans un débat et où il y a un problème de liberté publique, eh bien, on va faire le procès de la police, on va faire le procès, on va faire le procès des gardes à vue, on va faire le procès de la pensée sécuritaire. On est dans une société ouverte. On est dans une société libre. Il faut tout peser avec un trébuchet, très clairement. Mais moi, qui n'ai jamais été spécialement, encore une fois, dans le politiquement correct, je m'interroge. J'ai beau être un avocat, et vous savez bien que je suis assez pugnace quand je défends les gens. Mais la manière dont on a supprimé, par exemple, la garde à vue dans le système qui est celui qui n'est pas un système américain, qui n'est pas un système anglo-saxon, vous allez voir que les taux d'élucidation vont baisser. Et moi, j'ai beau être un avocat, je suis avant tout un citoyen. Mais la question, c'est est-ce qu'on s'attaque véritablement à ce type de trafic, ou est-ce qu'on arrive, une fois que les balles ont été tirées, pour constater le décès de jeunes et se dire que c'est terrible et il faut protéger la population. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on expliquait que finalement en France, on était quand même protégé par rapport à ce qui se passait dans certains quartiers américains, parce qu'il n'y avait pas les armes. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement des gangs, des bandes, mais il n'y avait pas encore les armes. Là, on voit qu'il y a des armes. Donc on se tire en pleine rue. Parfois, il y a des balles perdues, il y a des enfants qui sont tués, qui ne peuvent pas sortir dans les cours de récré parce qu'on leur explique que c'est dangereux. Voilà. J'ai l'impression qu'on passe à chaque fois un palier supplémentaire. Pas non plus. Et il y a une espèce d'impuissance de tout le monde. Olivier, faut quand même. Attends, il y a quand même des chiffres en France qui sont très précis. Il y a le ressenti. Il y a le ressenti, et ça je suis d'accord que aujourd'hui le ressenti est très fort. Et il y a aussi quand même des chiffres qui sont très précis sur la place de la France dans la violence. Et elle reste toujours un des pays les moins. Attends, mais laisse-moi terminer. Non, mais justement, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde, il y a une augmentation de la misère et une augmentation de la façon de gagner du pognon. Mais attends, laisse-moi terminer. Je veux dire que la France reste toujours un pays extrêmement peu violent et toujours très très peu violent par rapport aux autres pays du monde. Rien à voir avec les États-Unis. Il y a quelques années, il n'y avait pas de fusillade. Mais je suis désolé. Moi, écoute, je suis éducateur depuis 32 ans. J'ai toujours connu des règlements de compte liés au trafic. Arrêtez de raconter n'importe quoi. J'ai Louis. Je peux vous le prouver très facilement. S'il y a vraiment quelque chose qui passe plus, c'est tenter d'expliquer aux gens que l'insécurité, c'est un fantasme. C'est loin. Non, c'est pas ce qu'il a dit. J'ai pas dit ça. C'est pas ça. Non, c'est une vérité. Je dis que c'est pas pire qu'avant. Sur le coup de boutoir de la réalité, on nous dit plus que c'est un fantasme, mais on relativise. On dit oui, mais c'est pire qu'ailleurs. Alors, non, c'est pas pire qu'ailleurs. C'est plus au grand jour qu'il y a quelques années quand même, reconnaissez-le. C'est plus au grand jour qu'il y a 20 ans. C'est ce qu'il dit. Ça veut pas dire que ça n'existait pas. Mais c'est la Corse qui est toujours le lieu le plus. C'est exactement ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les gens dans mon genre, ou comme mon ami Xavier Roffer, par exemple, avec lequel j'ai beaucoup travaillé à l'époque, quand on disait « méfiez-vous des frontières poreuses », il y a des armes qui viennent, par exemple, du Kosovo, méfiez-vous de tout ça. On rigolait, on faisait des... rien que le mot droit à la sécurité, je sentais le soufre. Les gens se signaient dans la rue quand ils me croisaient. Maintenant, j'ai l'impression j'ai l'impression maintenant d'aligner des banalités vraiment affligeantes. Ça n'est pas vrai. Il y a un progrès de l'insécurité. J'en tire vraiment aucun plaisir. Les armements sont de plus en plus dangereux. Il y a de plus en plus, ça c'est quantifié, de zones de non-droit. Et je dis pas du tout qu'on va vers l'apocalypse. Je dis simplement que si on ne se ressaisit pas, mais c'est quand je dis se ressaisir, c'est vraiment un problème. Mais Gilles William, de on les a identifiés, ces zones de non-droit. On sait où elles sont. Le préfet Lambert, il le sait, à Sevran, c'est toujours les mêmes. Olivier le rappelait. À Tremblay, c'était identifié il y a un an et demi déjà. Un excellent reportage. Quand TF1 fait un excellent reportage pour montrer qu'il y a des tours qui sont contrôlés par les dealers, où il faut quand même que les types pour rentrer chez eux montrent patte blanche, demandent l'autorisation simplement de rentrer chez eux. Le maire vient nous expliquer que c'est scandaleux.
scandaleux, on a caricaturé sa ville. On ferme les yeux. Et on ferme les yeux. Mais il y a aussi le fait que il y a certains dans ces zones de non-droit en France, à un moment donné, laisser faire le trafic de drogue douce, comme nous l'expliquait Étienne, c'est mettre le couvercle sur la marmite. Et parce que si t'enlèves ce pognon-là, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est une autre manière d'acheter la paix sociale. Je veux dire qu'il faut pas se fixer sur la drogue. Je veux vous dire que les quartiers ne vivent pas que du trafic de drogue. Je veux dire que il y a énormément de prostitution. Non. Le trafic, par exemple, les questions du téléphone, des véhicules, le trafic de cigarettes, mais de tout, mais aussi de petits chantiers, mais aussi de petits boulots, mais aussi de passage en intérim. On n'est pas dans, c'est ce que je défends ici. On n'est pas dans une économie de la drogue. On est dans une économie de la survie. Et aujourd'hui, c'est vrai que la drogue fait partie de la survie. Voilà, la drogue fait partie de la survie. Et je veux dire que c'est bon. Alors maintenant, il y a des quartiers, mais qui sont effectivement extrêmement identifiés. On connaît à Sevran, on sait à tel endroit qu'il y a des endroits qui sont contrôlés par des mecs. Et c'est vrai que c'est insupportable de penser. Mais ceci dit, moi, j'étais encore avec le commissaire de Montreuil avant-hier, où il y a eu une semaine, qui disait bien que ils avaient fait des arrestations dans un quartier, mais que très vite d'autres avaient pris la place. Donc ils préféraient à la limite être avec des types qui connaissaient et qui contrôlaient et dont ils identifiaient à peu près le pédigré, que d'être avec des nouveaux mecs qui arrivent d'ailleurs très souvent et qu'on contrôle pas du tout. Franck m'écrit par mail, on choisit sa vie, des dealers qui s'entretuent, ça ne m'émet même pas une seconde, ça fait 2 voyous de main. Continuez, me dit Franck sur internet rmc.fr. On parle de Sevran, on disait qu'est-ce que ça peut, on parle de Tremblay en France, qu'on parlait de Sevran, on parle de ce règlement de compte qui s'est passé hier avec 2 morts, on se demandait combien ça pouvait rapporter. Moi je disais 400, 500 euros par jour. Michael, dans un instant, il a dealé. La somme, elle est beaucoup plus importante. Michael, bonjour. Dans un instant, au 32. Dans le Val-de-Marne, ancien dealer, 33 ans aujourd'hui. Non, alors on va remettre les points sur les lignes. Ouais. Je suis pas ancien dealer. Je suis consommateur et des fois j'ai pris un peu plus gros pour fumer gratuitement. D'accord. Alors, voilà. Michael, on disait combien ça pouvait rapporter tout à l'heure. On se posait la question 400, 500 euros par jour. 400, 500 euros, c'est les petits. C'est ceux qui vont au collège encore, ceux qui vont au lycée. Eux, ils font ça. Voilà. Ils font peut-être 300 euros par jour, quoi. Ils arrivent à se débrouiller bien. Ouais. Mais c'est pas tous les jours comme ça non plus. Après, quand vous parlez des gros trucs. Ouais. Alors, un four, c'est une tour. C'est une tour où tout le monde a été au courant. On a été voir tout le monde en leur disant, on va travailler au 6e, au 7e, au 8e, dans les escaliers. Il se passera aucun souci. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cambriolage, il n'y aura plus de vol, il n'y aura plus rien. Le quartier, il sera calme. Ouais. Et les gens laissent faire. Sauf que là, c'est pas calme puisque ça se termine par des règlements de compte et 2 frères qui sont sur le carreau. Michael. Ouais, mais là, si vous voyez, je pense que ça, c'est des petits et ils ont voulu rentrer dans la cour des grands et je sais pas ce qui s'est passé. Je connais pas leur histoire. Moi, simplement, ce que je veux dire, c'est que une tour, c'est pas 400 euros qu'on fait. Il y a des jours où il va y avoir pas grand-chose, et pas grand-chose, c'est 10 000 euros. Et il y a des soirs, les soirs de week-end, c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois cette somme-là. Et qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Ils font vivre la famille? Mais en fait, c'est une société. Vous savez, tout le monde travaille ensemble. Vous avez les petits qui vont prendre, un billet de $100 tous les jours, et donc ils vont faire 3 000 euros à la fin du mois, et ils vont partir 2 mois en vacances. Et puis ils reviennent au bout de 2 mois. Et ça va tourner comme ça tout le temps. Ouais. Donc en fait, c'est du trafic de drogue, mais c'est organisé comme n'importe quelle boîte. Par exemple, alors, je peux pas dire où je suis, mais moi, par exemple, où ça se passe, il n'y a plus de cambriolage, il n'y a plus de vol de voiture, il n'y a plus de voitures qui crament. Il n'y a plus de bataille. Donc c'est un monde parallèle, finalement. Non, mais ce que dit Michael est vachement important. Je sais qu'en tant qu'éduc, quand une cité, il y a des tas de petites merdes qui se passent dans le quotidien, c'est-à-dire des vols de scooters, des trucs comme ça, on sait que c'est pas une cité où il y a de la dope. Et en fait, les cités qui sont le plus calmes, où la police n'intervient pas parce qu'il n'y a pas de plainte des habitants, parce qu'il n'y a plus de cambriolage, il n'y a plus de feux de bagnole, il n'y a plus de trucs dans les parkings, c'est celle où il y a de la dope et tout le monde est content. Ce que Michael introduit est très très vrai. Mais il y a plein de trucs. Les gens arrivent avec leurs courses, on leur montre leurs courses. Absolument. On aide les gens. Enfin,
Ça avait été un petit paradis. Ouais, Non, c'est juste. Non, mais il explique dans quel monde, là? Mais il faut pas que les schmitts arrivent, c'est tout. Non, je vous dis pas. Faut pas que les flics viennent. Ah bah oui, bien sûr, vous les laissez faire. Mais tu comprends pas ce que Michael est en train de dire. Michael, il explique un mode de fonctionnement aujourd'hui. Je vous ai pas dit que c'est Euro Disney, que tout est rose. C'est scandaleux, simplement. au contraire. Et les gens, pour pas se faire attraper, pour pas partir en prison, ils vont faire le mieux pour que le travail se fasse bien. Mais Michael, puisque vous connaissez bien cette cité, peut-être que vous y vivez d'ailleurs, est-ce que en général, puisque vous dites c'est un mode de fonctionnement qui est connu des uns et des autres, mais qui est connu aussi des élus locaux, des responsables associatifs, des policiers, puis on a mis une cloche là-dessus et puis tout le monde fonctionne comme ça et ça convient à tout le monde, Michael? Non, parce que régulièrement, il y a des descentes, il y en a qui vont tomber tout le temps. Il faut quand même à un moment, le maire il est obligé de dire bon je vais faire quelque chose et puis on envoie une patrouille. Mais c'est ce qui va tomber, c'est rien. Ce qui va tomber, c'est les petits qui doivent partir en vacances. Ouais, et ça se remet en place derrière. Michael, merci de ce témoignage. Au moins, c'était franc. Merci, Michael. Bonne journée. À bientôt. Gilles William Goldnadel. Il faut comprendre que dans une zone ou dans une société de non-droit, il y a tout de même des règles. Mais c'est d'autres règles. Avec notamment la loi des grands caïds et des petits caïds et des grands raquettes et des petits raquettes. Et c'est vrai aussi qu'il faut que les choses se passent le mieux possible pour que l'État ne soit pas obligé d'intervenir, mais sans du tout comparer ce qui n'est pas comparable. Moi qui connais assez bien la Sicile, je peux vous dire que sous l'empire de la Cosa Nostra, de la mafia, il y avait très peu de petits larcins à Palerme. C'est exactement ça. C'était impeccable. Donc, votre Michael, qui pour un consommateur connaît bien les choses, il vous a pas décrit le monde de oui, il vous a écrit une société parallèle. Voilà. Oui, c'est une société parallèle. Sauf que c'est pas la mienne, moi, de société. Ah bah non, ça, moi, je suis désolé. C'est peut-être un truc bien huilé, bien réglé, où les gens vivent bien à l'intérieur. N'empêche que moi, ma société, elle est basée sur des valeurs comme le travail, comme le respect d'autrui, comme le bien de la santé publique, on va dire, et qu'à mon avis, dans cette société parallèle, on est à côté de ça, quoi. Hein. Bien sûr. Et c'est ce qui donne lieu à des règlements de compte en plein jour derrière aussi, puisqu'on s'affranchit des lois et que c'est une loi d'une certaine jeunesse. Ce qui est très étonnant. On rappelle que c'est quand même hors la loi, même si on monte les courses à la manie, on est quand même hors la loi, quoi. Faut le rappeler, quoi. Ce qui est très étonnant dans ce que tu viens de dire, c'est tu as fait appel à la santé. Alors je rappelle quand même que, par exemple, moi, comme éduc, quand j'ai démarré, la question de la toxicomanie était entièrement tournée vers la santé. Oui. C'est-à-dire, on considérait que le toxicomane était quelqu'un en souffrance qu'il fallait soigner. Aujourd'hui, où il n'y a plus d'héroïne et où plus personne ne meurt, à part dans les règlements de compte du produit lui-même, il y a beaucoup moins de morts par le cannabis qu'il y en a par l'alcool. On parle plus du tout de santé, du tout, mais on parle uniquement du problème du trafic. Oui, C'est-à-dire que il y a plus. Ouais, on se demande pourquoi on légalise pas le cannabis. Ah ben voilà. Il y a peut-être pas que du cannabis non plus. Mais attends, c'est 99% de cannabis. J'avais posé la question, est-ce que si on légalisait le cannabis, est-ce que justement ce monde parallèle n'allait pas s'effondrer? Bien sûr que oui. Alors là, comment on ferait? Bien sûr que oui. Alors le risque politique c'est que le couvert qu'il lève avec la marmite et le bout, quoi. Le risque, c'est ce qui peut se passer, mais enfin c'est pas ce qui se passe en Hollande et c'est pas ce qui se passe en Espagne, c'est que la cam soit remplacée par une autre cam interdite. Donc à ce moment-là, on n'aurait rien gagné dans l'affaire. Mais c'est vrai que la question, mais de quoi vont vivre tous ces gens alors? Et voilà, tu vois. Alors la question se pose réellement, vraiment pour une société qui en est là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut légaliser le cannabis? Et je comprends que les politiques se posent des vrais problèmes. Martine Aubry dans une interview à rue 89 aujourd'hui, le site internet. Elle se prononce pour la dépénalisation du cannabis. Mais elle n'est pas au pouvoir, Martine Aubry. On verra quand elle y sera. Pourquoi pas? En tout cas, elle prend un engagement fort. On sait que ça fait pas augmenter le nombre de fumeurs, mais on le en sait. termes commercial, ça s'appelle de la segmentation de marché, ce qu'elle vient de faire. C'est le débat tabou, Gilles William, la dépénalisation. Il est plus tabou tellement. Oui, voilà, il est plus tabou. Non, mais maintenant il y a des responsables politiques de premier ordre qui se prononcent. Il n'y a aucun danger pour la santé. Quand même. Non, alors là, tu vas un peu vite. Bah non, je veux pas vite. Par rapport à l'alcool, si tu veux, le coût social et le coût de santé est 1 million. Tu compares avec un produit qui est pas bon. Non, mais de dédouaner totalement le cannabis,
de considérer qu'il y a une innocuité du cannabis, ça n'est pas vrai. Non, bien. Le cannabis au volant. Si t'es toxicomane, Non, mais c'est rien n'est bon. Le cannabis au volant, c'est très dangereux. Et les médecins te disent également, en dehors même du fait que ça serait un palier pour des trucs plus hard, les médecins te disent également que le cannabis, c'est absolument pas bon pour les neurones. Ce qu'on ne sait pas, parce que le grand argument, c'est, ah bah oui, mais pourquoi on accepte le vin. Bon, alors là, mais bon. Non, il faut pas tout amalgamer. Non, mais il faut pas. Dans alcool, il y a alcool et alcool, quoi. Non, mais faut tout amalgamer. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Ça, c'est le French paradoxe. Et dans herbe, il y a herbe et herbe. Attends. Non, mais je voulais surtout pas avoir de problème avec l'agriculteur. mais avec l'éducateur, ils s'en foutent. Je dis. Je vais pas débarquer avec 500 potes chez toi, quoi. Tu vois. C'est pas la même chose. Moi, c'est possible. C'est possible. Voilà, les viticulteurs sont assez réactifs. C'est des gens réactifs. De courir derrière une fourche. Les viticulteurs nous écoutent. Bon, mais cela étant, l'argument de dire on tolère bien le pinard, c'est un mauvais argument parce que ça n'est pas pour autant. Personne ne sait ce qui se passerait avec le cannabis. On a l'exemple de la Hollande et de l'Espagne. Non. Mais, il suffit de regarder à côté, ils sont pas différents de nous. Ils y reviennent quand même. Ils se remettent à encadrer et à fonctionner différemment. Ce qui est tout à fait logique d'ailleurs, c'est que comme c'est interdit en France et que c'est autorisé en Hollande, tous les Français vont fumer là-bas. Donc effectivement, ils disent attendez, notre loi c'est pour les nationaux et effectivement on peut pas accepter. Il faudrait légaliser partout en Europe. Voilà. Ou alors on légalise partout en Europe. On n'arrive pas à se mettre d'accord pour sauver la Grèce. Évidemment, les Hollandais se mettre d'accord pour légaliser le cannabis. Tu vois, ça n'a pas eu d'effet, quoi. Qu'est-ce que font les trafiquants espagnols de cannabis d'avant, alors? La question est intéressante, parce que c'est eux, justement, qui font le lien entre le Maroc et la France sur la question du cannabis. Donc, on sait qu'ils traversent l'Espagne, pour livrer en France et dans les pays, on sait que c'est ces trafiquants-là. Ils sont devenus de gros trafiquants qui font uniquement le voyage. Alors, j'ai Stéphano qui intervient sur Internet et me dit, mais la première zone de non-droit à saisir de toute urgence, c'est notre gouvernement. Les combines des uns cautionnent celles des autres. Alors, assez, changeons de cap, essayons d'envisager d'agir avec et non contre les uns et les autres. Justement, Stéphano, mon cher ami, la banlieue, Tremblay, la Seine-Saint-Denis, j'ai Max qui m'envoie un mail depuis le Rhône et qui nous dit, dites donc les GG, si ça vous tente de venir voir du côté aussi de Vénissieux. J'en ai pas mal aussi au pied de certaines tours du côté du Rhône et du côté de Vénissieux. Il suffit de voir comment les petits trafics se mettent en place. Tout le monde y est habitué. On sait que machin il deal, machin il surveille, etc. Et puis c'est vrai que dans ces cas-là, finalement, ça arrange tout le monde. J'ai Alain qui m'écrit, est-il normal? Qui porte les courses à Vénissieux. Est-il normal aussi de voir tous ces jeunes dans de belles voitures rouler en ville, fenêtre ouverte, radio à fond pour se faire voir, draguer les filles, faire envie aux autres? Où prennent-ils l'argent? S'interroge Alain. Que fait la police? S'interroge Alain. Il suffit qu'elle ouvre les yeux et qu'elle se renseigne, dit-il sur internet rmc.fr. Ah, mais quel beau pays que nous décrit Michael, que j'écoutais dans les grandes gueules, avec l'assentiment gauchiste niais de l'éducateur lié big en plus. On décrit le Micheland de la drogue avec C'est excellent. Envoie un t-shirt à l'auditeur. Je vais te passer le mail, tu pourras répondre. Viens fumer à la maison. Le Micheland de la drogue avec la maison des poupées qui sniffe de la coke pas très loin. Et paraît-il, les habitants de ces quartiers sont très contents parce qu'on leur rend service, même s'ils doivent subir le défilé incessant des acheteurs toute la nuit, les descentes régulières de police, les règlements de compte. Mon œil, ils ne disent rien parce qu'ils sont paralysés par la peur. C'est surtout ça. Disons la vérité, si l'un ouvre la bouche ou bouge une oreille de travers, eh bien, il finira au mieux à l'hôpital, m'écrit-il. Tiens, il y a le mail et il y a l'adresse internet, tu pourras répondre, Étienne. Et enfin, Simon nous dit pourquoi ne pas les légaliser tout simplement et autoriser la vente. Les dealers deviendraient de facto de bons citoyens qui paieraient leur TVA, leur cotisation. Ces quartiers verraient aussi le niveau de vie augmenter, m'écrit Simon sur internet rmc.fr.